Dans la nuit de vendredi à samedi, un commando américain a donc plongé Caracas dans le noir, capturé Nicolas Maduro et son épouse en quelques minutes. Trump a annoncé vouloir diriger le Venezuela, mais dès dimanche, les choses sont apparues plus compliquées que cela et d'ailleurs largement confuses. La vice-présidente Rodriguez a défié Donald Trump. Maduro reste l'unique président. Le pays ne sera pas la colonie des États-Unis. Bref, retour sur une opération spectaculaire et une opération dont les conséquences aujourd'hui sont innombrables. Avec vous en duplex, Maude Kessar, bonjour. Bonjour Guillaume Mirner. Vous êtes maître de conférence, directrice du domaine Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et puis, ici même, dans ce studio, Florian Louis, bonjour. Vous êtes historien, docteur à l'EHESS, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. On vous doit notamment 1904, Genèse du XXe siècle aux presses universitaires de France. Et puis Olivier Compagnon, bonjour. Olivier Compagnon, vous êtes historien, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, membre de l'Institut universitaire de France. Vous qui suivez cette région particulièrement de manière attentive, Olivier Compagnon, est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est déroulé? Alors, oui, j'ai été surpris. On avait toute une série d'éléments qui montraient que la Maison-Blanche mettait la pression sur le Venezuela depuis pas mal de temps, depuis quelques mois, notamment le déploiement d'une armada très impressionnante dans la mer des Caraïbes pour lutter contre le narcotrafic, selon, je dirais, les justifications qui étaient données par Washington, et toute une série d'opérations sur des embarcations présumées impliquées dans le narcotrafic qui avaient fait une centaine de morts. Il y avait aussi des menaces explicites qui avaient été proférées, mais à titre personnel, bon, peu importe mon avis d'ailleurs, mais enfin, à titre personnel, je ne croyais pas qu'il y aurait une intervention. Ça a été une véritable surprise qui nous renvoie, voilà, à 50 ans ou 60 ans en arrière, c'est-à-dire à des moments de la guerre froide, hein, des interventions militaires directes. Alors, je ne parle pas du coup d'État au Chili, qui est un coup d'État qui avait été soutenu en 1973 par les États-Unis, mais c'est bien les forces militaires chiliennes qui étaient aux manettes. Là, ça nous renvoie à un certain nombre d'opérations qui ont marqué profondément la mémoire, les mémoires latino-américaines, le Guatemala en 1954, la République dominicaine en 1965, Grenade en 1983, Panama en 1989. On a l'impression de retour en arrière de 30 ou 40 ou 50 ans, et c'est spectaculaire. Voilà, c'est-à-dire ça nous permet de réviser nos classiques. Alors, il y a différentes conception du coup d'État. Il y a effectivement l'option 1983 que vous évoquiez. Donc cette fois-ci, on peut penser aussi au Panama. Alors là, c'est l'option 1989. C'est d'ailleurs une opération qui avait été intitulée Juste cause, le renversement donc de Manuel Noriega. Vous penchez pourquoi? Pour la Grenade 1983 ou pour plutôt le Panama en 1989, Florian Louis? En réalité, aucun des 2 dans le sens où là, on est en Amérique du Sud et pas en Amérique centrale ou dans la Caraïbe et surtout, pour le dire vite, on est dans un très grand pays, alors que là, on parlait plutôt avec la Grenade ou le Honduras de petits pays qui n'avaient évidemment pas des moyens militaires, logistiques et cetera. Enfin, c'est pas du tout la même configuration. Par ailleurs, en 1989, dans le cas donc du Honduras et Voilà. de l'arrestation Du Panama. Du Panama. du Panama, pardon, et de l'arrestation de Manuel Noriega, il faut bien voir qu'on n'était pas dans le cadre d'une invasion puisqu'il y avait des bases militaires sur le territoire du Panama et que les soldats américains n'ont eu qu'à sortir de ces bases militaires pour aller s'emparer de Noriega, ce qui n'a d'ailleurs pris beaucoup plus de temps, enfin 2 ou 3 semaines de mémoire, que dans le cas de Maduro. Et puis surtout, ils avaient clé en main une solution, un candidat alternatif qu'ils ont très vite fait introniser. Donc en fait, ça ressemble bien sûr, on est dans une ingérence directe, mais c'est quand même très différent d'un pur point de vue stratégique et militaire. C'est beaucoup plus audacieux et beaucoup plus surprenant, on va dire. Même dans le cas du Panama, il y avait eu, je crois, une bonne quinzaine de morts parmi les soldats américains. Là, a priori, on n'a aucune victime, alors qu'en face, on parle peut-être d'une centaine de morts du côté à la fois des Cubains et des Vénézuéliens qui assuraient la protection de Maduro. Donc c'est quand même, bien sûr, il y a un air de déjà-vu, il y a un air de famille, et il est incontestable, mais il faut aussi se rendre compte de l'exploit que ça représente en termes logistiques. C'est assez sans précédent quand même. Bon, l'autre cas, peut-être, Maud Kessar, c'est un échec, cette fois-ci, un échec de changement de régime, l'échec en Somalie, parce que, semble-t-il, cet échec qui a été au travers donc d'une opération que les Américains avaient intitulée Restore Hope, et
en quelque sorte le pendant de l'opération qui a réussi aujourd'hui au Venezuela. Alors, je préciserai peut-être que en fait, le pendant, réel, est, peut-être plus proche de nous, de cette opération qui vient d'avoir lieu. C'est sans doute ce qui s'était déjà passé, lors de la première administration, Trump, sous l'égide de John Bolton. Parce que rappelez-vous, en fait, Trump et John Bolton avaient déjà en ligne de mire Caracas et voulaient déjà, finalement s'opposer, Mmh. à Maduro en 2019. Je vous rappelais que Washington avait à ce moment-là reconnu l'opposant, donc Guaido, comme président par intérim. Et puis, en fait, cette manœuvre avait un petit peu capoté. Donc, en fait, l'opération de ces derniers jours n'est que la continuité ou l'achèvement et la réussite finalement de ce qui avait déjà été pensé dès la première administration Trump. Et ce qui change fondamentalement, à mon sens aussi, et beaucoup dans cette opération, c'est la préparation dans les termes, dans la Mmh. terminologie, que ce soit par le dévoiement du droit ou par de la propagande pure et simple, puisque depuis le 20 janvier, l'administration Trump avait donc signé ce décret qui permettait de désigner finalement le régime vénézuélien comme étant rattaché à une organisation criminelle, à un cartel de la drogue, et donc comme une organisation terroriste étrangère, en reprenant des termes qui ne sont pas forcément liés à celui d'opérations militaires antérieures, que ce soit sur le territoire, donc sur le grand continent latino-américain ou en Amérique centrale ou même en Afrique, mais qui sont liés à la guerre contre le terrorisme. Et cette préparation, en fait, de la terminologie, que ce soit un dévoiement de termes juridiques ou une Mmh. préparation à la propagande, me semble tout à fait indispensable à souligner et à faire comprendre, car c'est ce qui va permettre de justifier, avec beaucoup de contradictions, cette opération Oui. donc militaire menée par l'administration Trump auprès de son propre public américain et de sa base MAGA. Bon, on va Donc écouter. aujourd'hui, on est plus dans le début des années 2000 et la guerre contre le terrorisme, donc après les attentats du 11 septembre. C'est ce vocabulaire-là qui est utilisé par l'administration Trump et qui est fort commode pour parler en fait de risque de sécurité nationale. On va écouter Donald Trump expliquer donc ce qui s'est déroulé au Venezuela. Late last night and early today, Je at my traduis hier direction, soir et jusqu'à the ce United matin, sous mon States commandement, les Armed forces Forces militaires américaines ont mené une conducted opération an militaire extraordinary military extraordinaire operation dans la in the capitale du capital Venezuela. of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch. Nos forces terrestres, aériennes et navales ont été utilisées pour lancer un assaut spectaculaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, It was a force against a un heavily assaut contre fortified une military forteresse fortress renforcée au in the cœur heart de of Caracas. Caracas, afin de To bring traduire en outlaw justice dictator le dictateur Nicolas Nicolas to Maduro. justice. This was one of the most stunning, Cela a été la effective and powerful démonstration displays of de American force la military plus étonnante et la plus forte de l'histoire américaine. Olivier Compagnon, inutile de dire qu'il ne va pas être aisé de justifier cette opération. Alors si on se fonde sur le discours de la lutte contre le narcotrafic, l'embêtant c'est que Donald Trump a gracié le président hondurien qui était lui largement impliqué dans l'importation de cocaïne aux États-Unis. Alors, ça va être difficile de toute façon de justifier l'opération, d'abord en termes de droit international. C'est une violation, aux yeux de tous les commentateurs, c'est une violation évidente de l'ordre international tel qu'il avait été défini ou redéfini au sortir de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Charte des Nations Unies, mais aussi la Charte de l'Organisation des États américains, telle qu'elle avait été révisée au milieu des années 80, au début des années 1990. Ça, faut quand même le préciser clairement. Alors après, évidemment, il y a au départ l'argument du narcotrafic, c'est
Maud Kessar le rappelait, l'élément essentiel qui fonde l'accusation de terrorisme. À la nuance près que ça fonctionne pas très bien. Tous les journaux états-uniens le rappellent depuis hier. Aujourd'hui, la principale menace en termes de drogue pour les populations américaines, c'est le fentanyl. Et le fentanyl, c'est une géopolitique très particulière, des molécules qui sont fabriquées en Chine, qui sont transformées au Mexique. Le Venezuela n'a pas grand-chose à voir là-dedans. De fait, aujourd'hui, la figure du narcoterroriste a remplacé, je dirais, la figure du communiste qui était celle qui justifiait les interventions pendant la guerre froide et évidemment tient d'autant moins la route que très récemment, le président Trump a gracié un ancien président hondurien qui avait été condamné à 45 ans de prison par la justice américaine pour des faits avérés de trafic de drogue et de 400 blanchiment. tonnes Oui. de cocaïne Voilà. importée aux Et- États-Unis, ce qui est raisonnable. Exactement. Donc, de toute façon, l'argument du narcotrafic aujourd'hui, n'est pris au sérieux par personne. Pas davantage, évidemment, que l'argument du rétablissement démocratique. Rappelons quand même, pour les auditeurs, une chose très claire. On dénonce la violation du droit international, mais c'est bien aussi un régime tout à fait autoritaire qui a été, ou plutôt un dirigeant tout à fait autoritaire, parce que le régime est encore là, on va en parler après, un dirigeant tout à fait autoritaire qui a été renversé. Donc il n'en demeure pas moins que ce n'est pas non plus pour un argument démocratique, sinon il faudrait aussi intervenir rapidement au Salvador, par exemple, dans le Salvador de Nayib Bukele, qui est l'un des alliés très importants aujourd'hui de Trump en Amérique latine, en Amérique centrale en particulier. Et donc le véritable enjeu, on va en parler, c'est effectivement les ressources pétrolières, et notamment les premières ressources pétrolières, réserves pétrolières mondiales, devant l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas rien. Peut-être un mot de Kessar pour en terminer sur l'opération en tant que telle. Donald Trump, donc on l'a entendu ainsi sur le fait que c'est une opération particulièrement spectaculaire. Un commentaire à ce sujet? Alors, une opération spectaculaire, certes, mais comme cela a été bien rappelé, et ce n'est pas véritablement une opération complètement que militaire, même bien évidemment si le soutien des forces spéciales américaines a été déterminant dans cette opération. C'est plutôt une opération de police, et d'ailleurs cela est mis en scène, et le terme de spectaculaire me semble particulièrement intéressant parce que c'est une opération de la politique spectacle. Trump nous a habitués à la diplomatie spectacle avec l'ensemble des dirigeants étrangers. Ici, il fait une arrestation spectacle pour le monde entier, et cette opération-là, elle vise à convaincre le public américain, on le disait tout à l'heure, mais aussi et surtout, et je pense qu'on va y venir bien évidemment, les grands observateurs de cette opération, qui ne sont pas les Européens comme nous, mais qui sont d'abord les compétiteurs russes et chinois, très présents dans la région, sans parler des Iraniens aussi très présents. Et c'est aussi dans cette optique, finalement, de cette Bien sûr. opération militaire spectacle que s'inscrit donc la démarche de Trump, et dont il serait donc bien de discuter, car malgré les énormes moyens employés, finalement c'est un petit peu comme ce déploiement de l'USS Ford, donc cet énorme porte-avions américain qui a été déployé au moment donc des frappes au large donc du Venezuela. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu le porte-avions qui cache la forêt dans cette histoire, parce qu'il y a aussi sans doute derrière cette opération de grande ampleur De un la certain nombre politique. de failles et de vulnérabilités qu'il faudrait souligner. Évidemment, Florian Louis, hier, Marco Rubio, donc le secrétaire d'État à la Défense, expliquait justement qu'il y avait une volonté différente, distincte de ce qui s'était passé en Irak et en Afghanistan, puisque là aussi, on songe à d'autres opérations de régime change, de changement de régime. Il disait, on n'est pas du tout dans le même contexte, on veut faire tout à fait autre chose. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est évidemment, dans les deux cas, il y a quelque chose comme un changement de régime, même si ça a bien été répété. Pour l'instant, il y a l'enlèvement d'un leader, mais pas le changement du régime. Et ça, justement, c'est ce qui différencie beaucoup de l'Irak. Et on peut penser qu'ils ont tiré une leçon de l'Irak. Est-ce la bonne? Je n'en sais rien. Mais en Irak, il y a eu cette fameuse débasisation, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle a été catastrophique. C'est-à-dire, on a détruit tout l'appareil d'État, et donc on a livré un pays à l'anarchie. Et là, il n'y a pas il y a une démadurisation, mais il n'y a peut-être pas une déchavisation ou une débolivarisation, je ne sais pas comment appeler ça. Mais finalement,
on enlève le chef, mais pour l'instant, on maintient le système et on essaie de s'entendre avec lui. Donc ça fait une première grande différence avec le cas irakien. Et puis la deuxième, elle est au niveau des justifications, justement. Du temps de l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, les États-Unis cherchaient encore à convaincre le monde de la justesse de cela. On se souvient de ces preuves falsifiées, exhibées devant les télés du monde entier au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple. Donc il y avait la volonté de dire, voilà, on est dans notre bon droit, on veut porter la démocratie. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Les seuls arguments qui sont donnés, on l'a dit, cette histoire de narcoterrorisme, on voit bien que personne n'y croit. En tout cas, ça sert même pas à convaincre le monde entier, ça sert juste à convaincre deux choses. Ça a été dit, la base de Donald Trump en disant, regardez, c'est pas une nouvelle guerre, une nouvelle aventure étrangère, c'est de la politique intérieure. Je m'attaque à la source, à la racine de nos problèmes intérieurs, la drogue et l'immigration. Et c'est aussi bien sûr destiné peut-être avant tout, toujours à l'intérieur, à donner une vague apparence de légalité à une intervention qui n'est pas passée par l'autorisation du Congrès, ce qui est quand même très problématique. Donc il faut transformer une guerre en une opération de police, ce qui peut éventuellement expliquer, enfin justifier, légitimer de ne pas respecter les procédures. Oui, il y a eu aussi l'argument du pétrole qui a été utilisé par Donald Trump en personne, avec des explications complètement oiseuses sur le fait que les installations vénézuéliennes étaient aujourd'hui obsolètes, qu'elles avaient été faites par les États-Unis. Donc ça, c'est un vieux discours, puisque Chavez a nationalisé ces installations et qu'il fallait aujourd'hui sécuriser ces installations et les rendre plus profitables. Oui, mais là, pour le coup, vraiment, justement, on a une puissance désinhibée qui ne cherche pas à se masquer derrière le paravent de la démocratie, des droits de l'homme ou de je ne sais pas quoi, qui dit très clairement et très nettement les choses. Ça nous a coûté un investissement, cette opération, et bien maintenant, on va le rentabiliser. On se retrouve dans quelques minutes. Florian Louis, vous êtes docteur à l'EHESS. On vous doit 1904, genèse du XXe siècle aux presses universitaires de France. Olivier Compagnon, historien, membre de l'Institut universitaire de France. Et Maude Kessar, maître de conférence, directrice du domaine Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. On va essayer de comprendre maintenant quelles sont les conséquences pour le monde. Tout d'abord, le monde latino-américain, Cuba, bien sûr, en premier lieu, mais aussi à une échelle plus importante pour la Russie et pour l'Iran. 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, c'est l'onde de choc mondiale liée à la capture par Donald Trump de Nicolas Maduro et de son épouse. Autrement dit, un coup de force, un coup d'État au Venezuela. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer les conséquences politiques avec la réaction de la France et notamment celle d'Emmanuel Macron. Un commentaire à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, Florian Louis. Bien, Jean Lémarie parle de prudence, moi je parlerai de peur, ce qui ressort de la réaction d'Emmanuel Macron et de beaucoup de dirigeants du monde entier sur le grand continent. On a répertorié les réactions des différents États sur une carte. Et ce qui est frappant, c'est une immense cacophonie, mais surtout l'impression que les dirigeants en question ne disent pas forcément ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent qu'ils ont intérêt à dire pour défendre les intérêts de leur pays face à un dirigeant des États-Unis, Donald Trump, qui fait preuve d'une telle brutalité, d'une telle imprévisibilité, qu'il tétanise, y compris ses alliés. Et effectivement, le Groenland, l'Ukraine sont sans doute, même très certainement, dans l'esprit d'Emmanuel Macron lorsqu'il réagit ainsi. Alors, la France, ceci dit, effectivement, un cas un peu à part, parce que, comme ça a été souligné, on a deux réactions qui vont dans deux directions un peu différentes. Celle du président, qui ne dit rien de la manière dont le régime, dont le dirigeant vénézuélien a été chassé du pouvoir, et celle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui... lui, prend quand même le temps de le condamner. Et on peut imaginer tout de même qui se sont concertés. Donc on est, allez, au plus, si on veut être gentil, on va dire c'est la stratégie du good et du bad cop, ça fait une référence américaine. Si on veut être beaucoup plus méchant et un peu caricatural, on se retrouverait presque avec la stratégie de l'épée en bois de Jean-Noël Barrot et du bouclier en plastique d'Emmanuel Macron, qui chercherait chacun à prendre deux voies pour préserver tant que faire se peut les intérêts de la France et de l'Europe. Olivier Compagnon. Oui, je partage entièrement ce qui vient d'être dit. Il y a probablement une prudence liée à la question ukrainienne aujourd'hui, qui préoccupe au premier chef la diplomatie française et le président de la République. Il y a aussi sans doute la volonté de préserver les intérêts de Total dans le cas d'une transition à venir au Venezuela, qui serait dominée par les États-Unis. Pourquoi ? Parce que ça serait envisageable, selon vous, que les pétroliers américains laissent
C'est une affaire de négociation internationale et je pense que à ce sujet-là, la diplomatie française a toujours été très prudente. Et puis après, il faut inscrire ça aussi plus généralement. Alors c'est pas exactement le sujet qui nous réunit aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. Dans la politique latino-américaine et plus précisément vénézuélienne de la France depuis 2017, la France a emboîté le pas aveuglément aux États-Unis au moment où Juan Guaido a été autoproclamé président de la République bolivarienne. D'ailleurs, l'Élysée a emboîté le pas contre l'avis du Quai d'Orsay à ce moment-là. Et au fond, ça révèle une forme de continuité dans un suivisme de Washington sur les questions vénézuéliennes, qui, à mon avis, n'est pas la meilleure stratégie à mettre en place de la part des États européens. Bon, alors Florian Louis, et ce coup d'État change tout. Alors ça n'est pas le premier, on a fait la liste tout à l'heure en essayant de voir si c'était plus proche de la Grenade que d'autres coups d'État postérieurs, mais ça change tout parce que ça n'intervient pas dans le même contexte. Nous ne sommes plus dans une période de guerre froide, c'est peut-être la guerre, mais une toute autre guerre, et là, les conséquences sont tout à fait différentes. Alors, nous ne sommes pas dans un contexte de guerre froide, oui et non, parce que justement, on voit bien qu'on est dans l'émergence peut-être c'est pas nouveau non plus d'ailleurs qu'on le dise, mais d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis. Vous pensez qu'elle est si froide que ça? Eh bien justement, mais comme au temps de la guerre froide, finalement, on voit que chacune des deux, Chine, États-Unis, voire trois, Russie, grandes puissances qui sont contraintes par la dissuasion nucléaire de s'affronter froidement, en revanche, se laissent des marges d'autonomie et d'agressivité dans ce qu'elles considèrent, ce qu'elles s'autorisent à considérer comme leur précaré. Et d'une certaine façon, effectivement, aujourd'hui, Trump envoie le message, effectivement, que l'Amérique, dans son ensemble, c'est sa chasse gardée et qu'il ne tolérera pas des régimes opposés à lui, qui plus est, qui s'approchent des Russes ou qui vendent du pétrole aux Chinois, comme le régime de Maduro. Mais ça peut évidemment être interprété à double sens par ses rivaux internationaux. Ça leur fait peur aussi, je pense, malgré tout. Peut-être pas peur directement pour eux, mais enfin, ils voient qu'ils ont face à eux quelqu'un qui ne plaisante pas et qui a de très grands atouts en main, militairement parlant notamment. Mais ça peut bien sûr aussi les désinhiber en leur disant en se disant qu'ils peuvent suivre son exemple, que si les États-Unis se permettent ceci, alors eux peuvent se permettre cela en Ukraine, à Taïwan et ailleurs. Boutkessa. Je pense que ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est effectivement la réaction des deux grands autres compétiteurs stratégiques dans ce choc des empires, puisque ce que Trump signifiait avec cette opération militaire au Venezuela, c'est la continuité donc finalement de sa stratégie néo-impérialiste qui n'a absolument rien à voir avec l'isolationnisme qu'on a souvent employé à tort pour décrire ce que fait Trump. Et ce qui est intéressant ici, c'est sans doute aussi donc la réaction de Moscou, puisque d'une part, on a quand même le ministère des Affaires étrangères russe qui condamne l'opération américaine, qui parle bien d'un prétexte des États-Unis pour une agression contre le Venezuela, qui est infondée. Mais d'un autre côté, on ne va pas plus loin parce qu'il semblerait que le Kremlin était quand même un petit peu surpris et déstabilisé par le fait que, non pas qu'une opération ait pu être en préparation, mais qu'elle soit menée à terme et surtout qu'elle puisse contrecarrer donc directement les intérêts russes forcément au Venezuela pour les raisons qu'on a rappelées, mais plus largement aussi dans la région. J'entendais dans les différents sujets du journal de tout à l'heure qu'il était rappelé aussi la nécessité dans cette région plus large de l'Amérique latine du commerce qui peut être fait avec la Russie sur la question des engrais au Brésil, par exemple. Toute cette région-là n'est plus la chasse gardée des États-Unis depuis longtemps, et les deux autres grandes puissances, les deux gros autres empires, chinois et russes, y ont fait valoir leurs intérêts, leur commerce à différents niveaux depuis un certain temps. Donc là, Trump envoie un signal encore plus fort que celui qu'il a envoyé ces dernières semaines avec les frappes de navires au large des côtes du Venezuela. Et on comprend l'embarras aussi de Moscou, parce que d'un côté, eh bien, cette opération pourrait légitimer d'une certaine manière
les actions militaires russes, notamment en Ukraine, et de l'autre, c'est un vrai signal pour marquer cette zone d'influence dont on parlait. On a parlé de la doctrine Donroe que Trump a voulu rebaptiser. Ça n'est absolument pas une nouveauté. Ils avaient déjà annoncé, l'administration Trump l'avait déjà annoncé dans son corollaire à la doctrine Monroe dans le document stratégique Oui, de il faut décembre. juste expliquer, Maud Kessar, le jeu de mots. Alors, le jeu de mots, bien évidemment, c'est que Trump adore renommer des navires et des avions à son effigie ou à Où son il adore nom tout même. renommer, hein, même des Voilà, musées. donc comme le golfe du Mexique devrait être le golfe de l'Amérique, eh bien la doctrine Monroe du nom de Monroe devrait être Donroe du nom de Donald Trump. En réalité, c'est le corollaire en fait à cette doctrine Monroe qui est le corollaire Roosevelt que Donald Trump remuscle ou remet sous stéroïdes ici. Et l'autre signal donc de ce corollaire-là, c'est l'exclusion des Européens du jeu. Donc je pense que même si on est prudent avec le président Trump, la priorité pour Trump, ce n'est certainement pas de ménager les intérêts européens dans la région, c'est de clairement signifier à la Russie, à la Chine et à l'Iran que la chasse gardée des États-Unis, c'est l'Amérique latine et que le Venezuela n'est qu'un premier point d'entrée et un premier domino dans cette dans ce jeu qui est aujourd'hui mené second domino, Olivier Compagnon, Cuba. Alors, éventuellement, je rappelle quand même que certes, Nicolas Maduro a été enlevé, mais que le gouvernement madouriste, en quelque sorte, est tout à fait en place. Il n'y a pas eu coup d'État, au sens où un nouveau gouvernement aurait pris la place du précédent ou qu'une transition serait en cours. Sur la question cubaine... Ce n'est pas parce que c'est confus, et c'est tout à fait confus, que Cuba ne se sent pas menacé. Non. Alors, sur la question cubaine, il faut rappeler d'abord que le secrétaire d'État Marco Rubio est d'origine cubaine. Enfin, ses parents, d'ailleurs, ne sont pas des émigrés d'après 1959, sont arrivés aux États-Unis un peu avant, mais enfin, en tout cas, il est sénateur de Floride, il était sénateur de Floride, il dépendait beaucoup de l'électorat de la diaspora cubaine, et évidemment, même si ça a été très peu évoqué par les officiels états-uniens récemment, évidemment, derrière l'affaire vénézuélienne, il y a Cuba. Pourquoi ? Parce que c'est l'obsession de la diplomatie américaine depuis 1959, et d'ailleurs depuis le début du 19e siècle. Le contrôle de Cuba est une obsession géopolitique, géostratégique des États-Unis depuis effectivement le président Monroe, en gros. Et puis surtout, on sait que le régime cubain vit véritablement sous perfusion du Venezuela depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir en février 1999. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a le grand effondrement de l'Union soviétique qui assèche complètement l'économie cubaine au début des années 1990. C'est ce qu'on appelle el periodo especial à Cuba à ce moment-là. Et qu'on pense à ce moment-là que le régime va tomber dans les années 90 et que la victoire de Chavez arrive comme une bénédiction et qu'on va avoir des échanges de bons procédés, envoi massif notamment de pétrole, d'énergie, disons, et de devises d'ailleurs du Venezuela vers Cuba, en échange du déploiement de médecins cubains au Venezuela et aussi d'une expertise en termes de sécurité. C'était bien des gardes de corps cubains qui protégeaient Maduro lorsqu'il a été enlevé il y a 2 jours. Et là, je crois qu'il y a un horizon important dans la diplomatie états-unienne. Et Trump, s'il parvenait à faire tomber Cuba, là, je dirais, érigerait définitivement sa statue. Il parviendrait à faire ce que ni Eisenhower, ni Kennedy, ni Johnson, ni Nixon, etc., ne sont parvenus à faire. Et évidemment, comme le régime cubain est plongé dans une crise très forte aujourd'hui, c'est évident que c'est un billard à au moins 2 bandes qui est pensé depuis la Maison-Blanche. Maud Kessar. Il ne faut pas oublier aussi, et je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, que ce qui est un petit peu nouveau donc en 2026 aussi, c'est cet alignement des droites aussi dans les Amériques du Nord au Sud. Et Trump joue pas seulement sur la force militaire, mais il joue aussi sur les alliances en interne, pas nécessairement au Venezuela, mais dans la région. On parlait du Honduras au début de cette émission. Les nationalistes alignés sur Trump, ou que Trump veut aligner dans une stratégie qui serait celle de s'adouber ou de vassaliser une partie des États des Suds, et notamment en Amérique latine, c'est dans la stratégie de Trump, et cela ne passe pas nécessairement
uniquement par la force militaire. Et on l'a vu déjà avec l'admiration et les amitiés que Trump veut cultiver avec les hommes forts de la région. C'est ce qui contraste avec la Bien sûr. première administration aussi. Et donc, on est bien sur un alignement des nationalismes. Et il faut bien surveiller d'autres États importants de cette région. Et on comprend aujourd'hui que à la fois le Colombien Petro et que les Brésiliens, également très proches, puissent se poser des questions sur comment ils pourraient être déstabilisés en interne par les alliés locaux endogènes de Trump. On pense aux bolsonaristes au Brésil, par exemple, mais pas seulement. Florian Louis, on voit que c'est toute l'Amérique latine qui, d'abord, dans un premier temps, est bouleversée. Dans un second temps, il y a bien entendu d'autres pays qui ne peuvent qu'interpréter cela comme étant un signe, un symbole fort. Je pense notamment à la Russie, mais aussi à la Chine. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans les conséquences de ce à quoi on a assisté ces derniers jours. C'est que, bien sûr, Donald Trump et les États-Unis ont exhibé, ont fait preuve de leur force et de leur capacité offensive. Mais ils l'ont fait dans leur entre guillemets précaré américain. Et donc, paradoxalement, ils l'ont fait dans une région du monde qui n'est pas aujourd'hui, avec tout le respect qu'on a pour l'Amérique latine, mais le cœur des rapports de force internationaux et mondiaux. Et donc, on peut aussi y voir, paradoxalement, même si c'est une offensive, une stratégie avant tout défensive. On a connu des États-Unis beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus mondiaux. Et on a un président Trump qui nous dit vouloir redonner sa grandeur à l'Amérique, mais il nous la ramène à l'époque de Monroe, justement à un moment où les États-Unis étaient un tout petit pays qui se préoccupait, c'était déjà beaucoup pour eux, uniquement de ce qui se passait sur le continent américain, en disant ce qui se passe ailleurs, c'est pas notre problème. Et finalement, on n'en revient peut-être pas à l'époque de Monroe, parce qu'aujourd'hui ils ont d'autres moyens, mais à quelque chose comme ce qu'on avait appelé un peu à tort, mais on ne va pas développer ce matin, l'isolationnisme des années 1920-1930, quand les États-Unis, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, disaient voilà, ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas notre problème, nous on est sur notre île, le continent américain, on va se barricader sur ce continent, on va en faire un bastion imprenable, on va se défendre, on va être dans la réaction plus que dans l'action. Et donc le paradoxe, c'est que par certains aspects, même s'il est dans l'action, il est dans une action finalement, si on la place dans la longue durée de ce qu'était l'histoire des États-Unis au XXe siècle, un siècle qu'on a souvent qualifié d'américain ou d'états-unien pour cette raison, est finalement assez peu ambitieux, assez modeste, et paradoxalement, donc, il donne un peu raison à ceux qui... on a longtemps critiqué cet interventionnisme des États-Unis à l'échelle mondiale. En s'en retirant aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train peut-être de la regretter parce que les États-Unis laissent un vide que d'autres puissances ne manquent pas d'essayer de combler. Bon, il y a ensuite la question du Venezuela à proprement parler, Olivier Compagnon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y avait un plan, mais ce plan semble s'estomper. On voit mal en fait. Alors, ça me semble effectivement très compliqué. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer parce que c'est très difficile. Non, c'est très difficile à projeter. Mais très concrètement aujourd'hui, moi, l'idée que je défends toujours, quand on pense à une transition post-chavisme, en tout cas pour sortir du régime autoritaire tel qu'il s'est mis en place depuis maintenant une dizaine d'années, en 2015, le tournant autoritaire au Venezuela, je dis toujours qu'il faut regarder l'armée, qui, historiquement au Venezuela, était un acteur politique absolument fondamental. Et il y a une armée importante. Qui est une armée importante et qui, surtout, a été à l'origine des grandes transformations politiques du Venezuela, y compris d'ailleurs les transformations démocratiques au milieu du XXe siècle. En 1945, il y a une révolution civile militaire, si vous voulez, qui instaure, je dirais, la première vraie démocratie pour 3 ans au Venezuela. L'armée est à l'origine, et partiellement à l'origine de ce moment-là. Donc c'est un acteur politique majeur et il faut toujours regarder l'armée. Bon, là, l'armée a donné un signal extrêmement fort hier en accordant son soutien absolu à Delcy Rodriguez, la vice-présidente, qui devient donc présidente par intérim. Aujourd'hui, le gouvernement maduriste est en place, sans Maduro, et j'ai du mal à imaginer, alors à moins effectivement que le camp officialiste, comme on dit, que ce bloc soit fissuré, soit plus fissuré qu'on ne le perçoit de l'extérieur, j'ai du mal quand même à percevoir les conditions d'un dialogue possible entre l'administration Trump et le gouvernement. Donc deuxième option, évidemment, menace qu'a brandi Trump, une opération terrestre qui ferait effectivement tomber le régime, ce qui me semble, et ça a été dit un petit peu plus tôt, très compliqué pour Trump par rapport à la fois au parti républicain et par rapport également à son opinion, à son électorat. Donc là, il y a quand même un territoire, des territoires inconnus qui s'ouvrent devant nous pour les semaines qui viennent. Mais il y a des pressions possibles, notamment des pressions économiques. Alors il y a des pressions possibles, et notamment des pressions économiques, puisque aujourd'hui, le blocus
totale du Venezuela est en cours. Les pétroliers ne sortent plus. Alors, les relations économiques entre le Venezuela et les États-Unis étaient rompues depuis la fin des années 2010, mais le Venezuela exportait son pétrole vers d'autres pays, notamment la Chine et la Russie. Aujourd'hui, effectivement, le Venezuela est partiellement coupé du monde, presque entièrement coupé du monde. Et donc, évidemment, ça va être aussi un des enjeux importants des semaines qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez, Maud Kessa? Alors, je pense que quand même, il ne faut pas oublier que, comme l'ont dit les différents documents ou les mêmes gros documents que l'administration Trump a pu produire, qu'on est quand même dans une logique très marquée de géopolitique des ressources et que, en réalité, cette nouvelle posture américaine n'est pas si repliée sur elle-même que cela. Elle est plus sélective parce que l'objectif qui a été clairement affiché dans le document, donc la NSS 2025, donc la stratégie de sécurité nationale américaine, que Trump applique à la lettre. C'est un document court qu'il aurait pu presque écrire lui-même avec quelques-uns de ses loyaux. L'idée, c'est quand même la reconquête énergétique face à ses compétiteurs stratégiques. L'idée, c'est aussi de protéger un certain nombre de chaînes de valeur, ce que les démocrates n'avaient pas réussi à faire, notamment en s'occupant suffisamment bien en fait de l'Amérique latine, mais aussi d'autres régions du monde. Et c'est en cela qu'il est un petit peu conquérant. Il s'intéresse beaucoup et de manière concomitante, on l'a vu ces dernières semaines, à l'Afrique, et pas simplement pour défendre les chrétiens au Nigeria. On l'a bien compris, on est bien dans une logique d'accès aux ressources. On sait très bien ce qu'il y a dans cette région. Ce n'est pas du pétrole, c'est de l'uranium. Et on a très bien aussi compris que ces autres compétiteurs stratégiques sont déjà présents dans ces régions-là. Donc si en fait les États-Unis veulent consolider leurs industries, qui veulent pouvoir alimenter aussi ces énormes industries de la tech qui sont grosses consommatrices d'énergie, eh bien c'est un petit peu cette nouvelle carte mentale et carte du monde avec laquelle il faut jouer, et c'est ce que Trump a à l'esprit. Donc, je pense que c'est important de le rappeler pour qu'on comprenne comment les États-Unis veulent projeter leur puissance un petit peu différemment et pas de manière aussi peut-être peureuse ou défensive qu'on pourrait l'imaginer. Florian Donc, Louis. Oui, il y a effectivement dans l'esprit de l'administration Trump et de Donald Trump lui-même l'idée que, notamment en termes de ressources, il n'y en a pas et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc, il faut mettre la main, il faut préempter des choses comme le Groenland, des régions du monde, parce que, ou comme le Venezuela, parce qu'on va pouvoir effectivement s'assurer, se garantir ces ressources pour lesquelles une compétition est engagée. Et ça, c'est ce qui change par rapport aux années 1990, où finalement, on était dans une logique beaucoup plus optimiste, où les États-Unis se disaient finalement, on peut organiser le monde, on peut contrôler les réseaux, et ça suffira à ce que nous ayons accès aux ressources. Or, aujourd'hui, finalement, il y a une logique plus pessimiste. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a une nouvelle ruée vers les nouveaux ors du 21e siècle. Et c'est ce qui explique aussi, effectivement, cette agressivité très conquérante. Un mot de conclusion, Olivier Compagnon. Alors, je ne sais pas si c'est une conclusion. C'est certain que l'enjeu pétrolier est absolument essentiel dans un contexte, je le rappelle, dans un article à paraître là dans quelques heures avec mon collègue Franck Poupeau dans Le Monde, dans un contexte où les États-Unis ont aussi très largement raté la transition écologique. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est énergie éolienne, photovoltaïque, etc., la Chine, évidemment, a des milliers de longueurs d'avance. Et de ce point de vue-là, le Venezuela, c'est le monde d'avant, en quelque sorte. Ce sont les hydrocarbures, c'est le pétrole, c'est le gaz naturel. Mais au fond, c'est une manière... C'est pas seulement le monde d'avant des années 60 et des coups d'État. Et là, je fais écho à ce que disait Maud Kessar. C'est très important ce qu'elle disait. C'est effectivement sécuriser un certain nombre de chaînes de valeur, mais dans le domaine strict des hydrocarbures, où, au fond, les États-Unis vont pouvoir peut-être encore défendre leur position pendant quelques décennies. Avant, je dirais que la Chine, elle, beaucoup plus engagée dans la transition énergétique, ne s'affirme définitivement. Ce qui veut dire aussi, Florian Louis, en un mot, que les perspectives géopolitiques pour cette année s'avèrent encore plus compliquées que prévu. Oui, de fait, le monde et l'Europe tremblent aujourd'hui pour le Groenland et d'autres doivent trembler. Je dis, cette peur s'installe et je pense que ça faisait partie des objectifs de cette opération. C'était non seulement des objectifs très concrets au Venezuela, mais un objectif global de dissuasion, de tétanisation du reste du monde. Et de fait, je crains qu'on soit appelé à se retrouver dans les mois à venir, même si c'est toujours un plaisir de vous
J'aurais dit accompagner un maître. les semaines. Soyons optimistes. Florian Louis, 1904, genèse du XXe siècle aux presses universitaires de France. Merci Maud Kessar. Je rappelle que vous êtes directrice du domaine Euratlantique à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Olivier Compagnon, vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et membre de l'Institut universitaire de France. Dans quelques instants, mes camarades Lucille Como et François Saltiel.